Une jeune fille, un ultime acte de bravoure. Dans une ville en ébullition, rongée par la haine et la peur, la seule personne qui osa élever la voix fut celle dont on attendait le silence. Mais que s'est-il réellement passé à Val-des-Ombres le jour où le destin a basculé? Le soleil impitoyable de cet été 1878 écrasait la petite ville frontalière de Val-des-Ombres. La poussière tourbillonnait dans la rue principale alors qu'Élise Gauthier, une jeune fille de 16 ans aux cheveux couleur des blés et au regard bleu déterminé, se dirigeait vers le magasin général tenu par son père. Les bâtiments en bois semblaient flétrir sous cette chaleur accablante, leur peinture s'écaillant comme une peau trop longtemps exposée aux brûlures du jour. Élise essuya une perle de sueur sur son front en passant devant l'auberge, d'où s'échappaient des rires gras et les notes désaccordées d'un piano. Elle serra un peu plus fort son panier de fruits rouges contre sa poitrine et pressa le pas. Sa mère l'avait mise en garde. Il ne fallait pas traîner dans ce quartier, surtout lorsque les convois de marchands et de bétail traversaient la région. Val-des-Ombres s'était considérablement agrandi au cours des 5 dernières années, depuis que le chemin de fer l'avait relié au reste de la civilisation. Ce qui n'était autrefois qu'un avant-poste isolé était devenu une communauté bourdonnante, dotée d'une église, d'une école et de nombreux commerces. Mais le progrès avait apporté son lot de tensions. Les peuples autochtones qui parcouraient jadis ces terres en toute liberté étaient désormais confinés dans des réserves, leur mode de vie méthodiquement démantelé. Au moment où Élise tournait le coin de la rue, elle remarqua une agitation près de l'atelier du forgeron. Un groupe d'hommes s'était rassemblé en un cercle compact, leur posture rigide trahissant une hostilité palpable. La curiosité l'emportant sur la prudence, Élise s'approcha, restant partiellement dissimulée derrière un abreuvoir. « Tu n'es pas le bienvenu ici, le sauvage », entendit-elle cracher l'un des hommes. « Les tiens doivent rester dans la réserve. » C'est alors qu'Élise l'aperçut. Un jeune homme autochtone, d'à peine 20 ans, se tenait droit et fier malgré l'encerclement. Il portait un mélange de vêtements traditionnels et d'habits occidentaux, des jambières en peau de daim, une chemise en coton, et ses longs cheveux noirs étaient retenus par une lanière de cuir. Son visage restait de marbre, ne trahissant aucune peur, bien qu'il fût clairement en infériorité numérique. « Je suis venu pour faire du commerce », répondit le jeune homme dans un français accentué mais clair. « J'ai la permission de l'agent des affaires indiennes. »« On se fiche de tes papiers », rétorqua un autre homme en le bousculant violemment. « Les gens d'ici n'ont pas oublié ce que ton peuple a fait à la famille Lefebvre. » Le cœur d'Élise s'emballa. Le massacre des Lefebvre avait eu lieu 3 ans plus tôt, lorsqu'une bande isolée de rebelles avait attaqué une ferme, tuant les parents et 2 enfants. Cet événement avait attisé un sentiment anti-autochtone dans toute la région, bien que la majorité des tribus soient restées pacifiques depuis leur déplacement forcé. « Ce n'était pas mon clan, » dit le jeune homme calmement. « Je suis Tekoa, du peuple de la vallée. Nous avons gardé la paix. » L'homme le plus imposant du groupe, qu'Élise reconnut comme étant Thomas Rochefort, un éleveur local connu pour son tempérament violent, s'avança. « Pour moi, vous êtes tous les mêmes, » grogna-t-il, sa main glissant vers le pistolet à sa ceinture. Sans réfléchir, Élise sortit de sa cachette. « Arrêtez » cria-t-elle, sa voix résonnant plus frêle qu'elle ne l'aurait voulu. « Il n'a rien fait de mal. » Tous les regards se tournèrent vers elle, y compris celui, surpris, du jeune homme. Un silence lourd s'installa un instant. « Rentre chez toi, gamine », dit Rochefort d'un ton plus doux, mais toujours menaçant. « Ce ne sont pas des affaires pour une demoiselle. » « Mon père dit que la loi s'applique à tout le monde, » répliqua Élise, rassemblant tout son courage. « Si cet homme a la permission d'être ici, vous n'avez aucun droit de le menacer. » Le visage de Rochefort s'assombrit de colère. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre voix trancha la tension ambiante. « Que se passe-t-il ici ?» Le shérif Martin approchait, son insigne scintillant au soleil. Les hommes se décalèrent, mal à l'aise, aucun d'eux n'étant pressé d'expliquer ses actions à la loi. « Ces hommes le menaçaient, » dit Élise en pointant Tekoa du doigt. « Il dit avoir la permission de faire du commerce en ville. » Le shérif Martin, un homme juste qui avait connu les horreurs de la guerre et n'avait que peu de patience pour la justice de rue, posa son regard sur le jeune autochtone. « Fais-moi voir tes papiers, fils. » Avec des mouvements lents et délibérés, Tekoa plongea la main dans une petite besace et en sortit un document plié qu'il tendit au représentant de la loi. Martin le lut attentivement, puis hocha la tête. Tout semble en ordre. Cet homme a l'autorisation de l'agent de la réserve pour commercer en ville.
Il balaya le groupe d'hommes d'un regard sévère et désapprobateur. « Je vous suggère à tous de retourner à vos occupations. Et Rochefort, je ne veux plus entendre dire que tu causes des problèmes. » Les hommes se dispersèrent à contre-cœur, Rochefort lançant un dernier regard haineux à Tekoa avant de s'éloigner. Le shérif fit un signe de tête à Élise et reprit sa patrouille, la laissant seule avec l'étranger. « Merci, dit simplement Tekoa, ses yeux noirs l'étudiant avec curiosité. Élise se sentit soudain gauche. Les interactions entre les colons et les autochtones étaient rares et généralement découragées. « Ce n'était pas juste ce qu'il faisait, répondit-elle. Un léger sourire effleura les lèvres de Tekoa. Tous les yeux pâles ne voient pas avec haine, c'est bon à savoir. Il fouilla dans son sac et en sortit un petit oiseau sculpté dans le bois qu'il lui tendit. « Pour ton courage. » Élise hésita, puis accepta l'offrande. « C'est magnifique, dit-elle en admirant la finesse des détails. L'oiseau moqueur chante de nombreuses chansons, mais il garde sa propre voix, expliqua Tekoa. Comme toi, il parle quand les autres restent silencieux. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, elle entendit son nom. Son père se tenait devant leur magasin, lui faisant signe avec une expression inquiète. « Je dois y aller, dit-elle en glissant l'oiseau de bois dans son panier. Soyez prudent en ville. » Tekoa hocha la tête, le visage solennel. « Je retournerai à la réserve avant le coucher du soleil. C'est plus sûr là-bas, même si ce n'est pas chez moi. » Alors qu'Élise s'éloignait, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose d'important venait de se produire. Elle ignorait encore que cette brève rencontre allait changer leurs deux vies à jamais. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre d'Élise avec Tekoa. La vie à Val-des-Ombres poursuivait son rythme prévisible, mais Élise se surprenait à penser souvent au jeune homme. L'oiseau moqueur en bois trônait sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, souvenir d'un instant de bravoure qui semblait de plus en plus lointain. Le magasin de la famille Gauthier était le cœur commercial de la ville. Le père d'Élise, Henri Gauthier, était un homme respecté qui s'était installé ici après les troubles dans le Sud, apportant avec lui ses valeurs humanistes. Contrairement à de nombreux marchands de la frontière, il traitait tout le monde équitablement, y compris les rares clients autochtones qui s'aventuraient en ville. « Élise, pourrais-tu ranger ces nouvelles étoffes sur l'étagère » demanda son père en désignant une cargaison arrivée par le train du matin. « Ta mère passera plus tard pour aider à l'inventaire. » Alors qu'Élise organisait les rouleaux de tissu coloré, la clochette au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux et vit entrer Thomas Rochefort, suivi de 2 de ses ouvriers agricoles. L'atmosphère dans le magasin se tendit immédiatement. « Bonjour Gauthier », lança Rochefort en ôtant son chapeau. « J'ai besoin de provisions pour le ranch. Sucre, café et munitions. » Henri hocha la tête avec professionnalisme, bien qu'Élise sût que son père n'aimait guère l'éleveur. « Bien sûr, monsieur Rochefort, je vais rassembler tout cela pour vous. » Pendant que son père s'affairait, le regard de Rochefort erra dans la boutique jusqu'à se poser sur elle. « Élise, dit-il, un sourire lent et désagréable s'étirant sur son visage. « Mademoiselle Gauthier, j'ai entendu dire que vous aviez un faible pour les sauvages du coin. C'est le sujet de toutes les conversations en ville. » Élise sentit son visage s'empourprer, partagé entre la gêne et la colère. « Je crois simplement au traitement équitable, monsieur Rochefort. Rien de plus. » Rochefort eut un petit rire sec. « Traitement équitable ? Dites cela aux colons qui ont perdu leur scalp. » Il se pencha, baissant la voix. « Ce natif que vous avez défendu, on dit qu'il quitte la réserve régulièrement en cachette. De quoi se demander ce qu'il manigance vraiment. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, son père revint avec la commande de Rochefort. « Cela fera 3,45 $, dit-il sèchement. La transaction se fit dans un silence tendu. Au moment de partir, Rochefort marqua une pause. « Juste pour que vous le sachiez, Gauthier, certains en ville commencent à se demander où vont vos loyautés. Vous devriez peut-être toucher 2 mots à votre fille sur la nécessité de mieux choisir ses causes. » Après leur départ, Henri Gauthier soupira lourdement. Élise, de quoi parlait-il ? Élise raconta l'incident avec Tekoa, observant l'expression de son père passer de l'inquiétude à la compréhension. « Tu as bien fait de défendre ce jeune homme, dit-il après un moment. Mais Rochefort est dangereux, et cette ville a la mémoire longue quand il s'agit des guerres indiennes. » Il posa une main douce sur son épaule. « Promets-moi d'être plus prudente. » Élise acquiesça, bien qu'elle sentît une étincelle de défiance en elle. « Oui, père. » Plus tard cet après-midi-là, Élise se porta volontaire pour livrer un paquet à Madame Arnaud, l'institutrice, qui vivait en périphérie de la ville. La marche lui donnerait le temps de s'aérer l'esprit et d'échapper à l'atmosphère étouffante du magasin.
Le chemin menant à la petite maison de l'institutrice longeait le ruisseau au saule, où les peupliers offraient une ombre bienvenue. Alors qu'elle marchait, elle entendit un clapotis d'eau. Curieuse, elle s'approcha de la rive et sursauta en voyant Tekoa agenouillé près de l'eau, remplissant une gourde en cuir. Il sentit sa présence immédiatement, se retournant avec la grâce fluide d'un chasseur aguerri. La reconnaissance remplaça la méfiance dans ses yeux. « L'oiseau moqueur est de retour », dit-il en se relevant. « Je pensais que vous étiez retourné à la réserve », répondit Élise, gardant une distance respectueuse mais sans reculer. « Je vais et je viens », expliqua Tekoa. « L'agent autorise certains d'entre nous à chasser et à cueillir hors des limites. Nos rations… » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Elles ne suffisent pas. » Élise connaissait les conditions de vie dans les réserves. La nourriture avariée, la maladie, le désespoir. Son père appelait cela une mort lente. « C'est pour cela que vous étiez en ville ce jour-là ? Pour échanger contre de la nourriture ?» Tekoa hocha la tête. « Et des médicaments. Le fils de ma sœur est malade. Il a la maladie qui fait tousser, la phtisie. »« La tuberculose ?» demanda Élise avec inquiétude. Cette maladie était courante et mortelle. Oui, le médecin blanc de la réserve n'a plus de remède. Élise hésita, puis prit une décision. « Attendez ici, dit-elle, je reviens. » Elle se hâta vers la maison de Madame Arnaud, livra le paquet, puis se dirigea vers le cabinet du docteur Perrault, de l'autre côté de la ville. Le médecin soignait sa famille depuis des années et gardait une petite pharmacie dans son arrière-boutique. « Élise, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui » demanda le docteur Perrault avec bienveillance. « J'ai besoin d'un remède pour la toux » répondit-elle directement. « C'est pour la famille d'une amie. » Le docteur haussa un sourcil, mais ne posa pas d'autres questions. Il prépara une petite fiole de sirop et lui donna les instructions. Élise paya avec l'argent qu'elle économisait pour un nouveau livre. Lorsqu'elle retourna au ruisseau, elle s'attendait à moitié à ce que Tekoa soit parti, mais il était toujours là, assis patiemment sous un arbre. « Cela pourrait aider votre neveu, dit-elle en tendant la fiole. Ce n'est pas un remède miracle, mais cela calmera sa toux et l'aidera à dormir. » Tekoa prit le médicament, une surprise sincère et de la gratitude se lisant sur son visage. « Pourquoi fais-tu cela pour des gens que tu ne connais pas ?» Élise réfléchit un instant. « Parce que c'est la chose juste à faire, et parce que… » Elle hésita. « J'aimerais mieux comprendre votre peuple. Tout ce que j'ai jamais entendu, ce sont des histoires de raids et de violence. » Une ombre passa sur le visage de Tekoa. « Il y a eu des torts des deux côtés. Mon peuple perd ses terres, sa façon de vivre. Certains ripostent par la haine, d'autres, comme ma famille, essaient de trouver un nouveau chemin. » Il glissa soigneusement le médicament dans sa besace. « Si tu souhaites vraiment comprendre, retrouve-moi ici dans 3 jours. J'amènerai ma sœur pour te remercier de ta bonté. » L'offre était à la fois tentante et effrayante. Rencontrer Tekoa loin de la ville pourrait causer des problèmes à sa famille si cela se savait. « Je ne sais pas si je peux, » admit-elle. « Alors le choix t'appartient, » dit-il simplement. « Mais sache que tous les chemins qui semblent dangereux ne mènent pas forcément en mal. » Alors qu'ils se séparaient, Élise sentit le poids de la décision qui l'attendait. Elle avait été élevée pour voir au-delà des préjugés, mais elle n'était pas naïve quant aux réalités de la vie à la frontière. Les tensions entre les colons et les autochtones avaient créé des plaies profondes qui n'étaient pas encore cicatrisées. Ce qu'elle ignorait, c'était que Thomas Rochefort l'avait suivie depuis la ville, observant son interaction avec Tekoa à distance, son esprit échafaudant déjà un plan qui allait apporter la tragédie sur Val-des-Ombres. 3 jours plus tard, Élise se retrouva sur le chemin du ruisseau au saule, le cœur battant la chamade, partagé entre l'excitation et l'appréhension. Elle avait dit à sa mère qu'elle partait cueillir des fleurs sauvages pour décorer le magasin. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, car elle portait un petit panier à cet effet. L'après-midi était plus frais que d'habitude. Des nuages s'amoncelaient à l'horizon, promettant une pluie d'été dont la terre avait grand besoin. En approchant du lieu de rendez-vous, elle aperçut non seulement Tekoa, mais aussi une jeune femme et un petit garçon d'environ 5 ans. La femme ressemblait à Tekoa, partageant cette même posture noble, bien que son visage fût marqué par l'inquiétude. L'enfant se blottissait contre elle, le teint pâle et les traits tirés. « Tu es venu » dit Tekoa, sa voix trahissant une légère surprise.
Élise hocha la tête, se sentant soudain intimidée. Je l'avais promis. Tekoa fit les présentations, sa sœur, Naya, et son fils, Awan. Naya s'avança, ses yeux scrutant le visage d'Élise avec intensité. « Mon frère dit que tu as donné un remède pour mon fils, » dit-elle dans un français hésitant. « La toux a diminué, je te remercie. » Élise sourit, sincèrement touchée. « Je suis heureuse que cela ait aidé. Comment se sent-il » Comme pour lui répondre, le garçon toussa, mais avec moins de violence qu'Élise ne l'avait craint. Naya lui caressa les cheveux avec tendresse. « Mieux, mais la maladie va et vient. » Ils s'assirent ensemble près du ruisseau, et la gêne initiale laissa peu à peu place à une conversation prudente. Naya montra à Élise comment tresser un petit panier avec des joncs qui poussaient au bord de l'eau, tandis qu'Awan les observait avec curiosité. Malgré la barrière de la langue, Élise appréciait leur compagnie, surtout lorsque le timide sourire d'Awan apparut au cours d'un jeu de cailloux que Tekoa lui enseigna. « Ton peuple a vécu ici longtemps avant l'arrivée des colons, n'est-ce pas ?» demanda Élise tout en travaillant l'osier. Tekoa acquiesça. « Pendant de nombreuses générations. Ce ruisseau, ces arbres, ils connaissent les chants de mes ancêtres. »« Je suis désolé pour ce qui est arrivé, » murmura Élise, surprise par son propre aveu. Naya leva les yeux de son ouvrage. « Le passé ne peut être défait. Nous regardons vers demain maintenant. »« À quoi ressemble demain dans la réserve ?» interrogea Élise. Le frère et la sœur échangèrent un regard lourd de sens. « C'est dur, » finit par répondre Tekoa. « Nos coutumes sont interdites. Les enfants comme Awan sont envoyés dans les écoles des Blancs pour oublier leur langue. La terre qu'ils nous ont donnée ne peut pas nourrir notre peuple. Beaucoup meurent. » La réalité crue de leur situation s'abattit pesamment sur la conversation. Élise ressentit une vague de honte pour le confort de sa propre vie alors que d'autres souffraient tant. « N'y a-t-il rien à faire ?» demanda-t-elle. « Nous survivons, » dit simplement Tekoa, « et nous nous souvenons de qui nous sommes. » Alors que l'après-midi avançait, les nuages sombres se firent menaçants, entraînant une chute soudaine de la température. Naya serra Awan contre elle, inquiète que la pluie à venir n'aggrave son état. « Nous devons retourner à la réserve, » dit-elle à Tekoa. « L'agent va bientôt faire l'appel. » Tekoa hocha la tête, puis se tourna vers Élise. « Merci d'être venue. Peu aurais-tu ce courage. Te reverrai-je » La question échappa à Tekoa avant qu'il ne puisse en peser les conséquences. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. « Je chasse dans ces bois tous les 3 jours. Le ruisseau est un bon endroit pour se reposer. » Ils se séparèrent alors que les premières grosses gouttes de pluie commençaient à tomber. Élise se hâta de retourner vers la ville, l'esprit tourmenté par de nouvelles perspectives et de nombreuses questions. On lui avait appris que la question indienne était complexe, mais rencontrer Tekoa et sa famille avait rendu la chose personnelle, d'une manière qu'aucun livre d'histoire n'aurait pu le faire. Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua le cavalier que lorsqu'il fut presque sur elle. Thomas Rochefort trônait sur sa monture, la pluie ruisselant sur le large bord de son chapeau, l'expression illisible. « Un peu loin de la ville, n'est-ce pas, mademoiselle Gauthier ?» dit-il d'une voix dangereusement calme. Élise serra son panier plus fort. « Je cueillais des fleurs, monsieur Rochefort. La pluie m'a surprise. » Les yeux de Rochefort se plissèrent. « C'est drôle, j'aurais juré vous avoir vu parler avec ce sauvage et sa famille. » Il mit pied à terre, sa silhouette imposante bloquant le passage. « Maintenant, pourquoi une jeune fille respectable comme vous fréquenterait-elle cette engeance ?» La peur coula le long de l'échine d'Élise, plus glaciale que la pluie qui trempait sa robe. « Ils ne veulent aucun mal. Ils essaient juste de survivre. »« Survivre !» cracha Rochefort par terre. « Ils survivent grâce à la charité du gouvernement pendant que les honnêtes gens se tuent à la tâche. » Il s'approcha, sa voix descendant dans un murmure menaçant. « Je me demande ce que votre père penserait si sa fille devenait l'amie des Indiens. » Élise recula d'un pas, son talon butant contre une racine, manquant de la faire tomber. « Laissez-moi passer, s'il vous plaît, monsieur Rochefort. Mes parents vont s'inquiéter. » Rochefort l'étudia un long moment, l'eau goûtant du bord de son chapeau. « Vous savez, ma femme et mon enfant ont été tués par les Comanches lors d'un raid il y a 6 ans. Vos nouveaux amis vous ont-ils raconté cela? Comment ils ont massacré des femmes et des enfants innocents ?» Élise resta silencieuse, ne sachant que répondre à cette douleur mêlée de haine.
Je vous ai à l'œil, mademoiselle Gauthier, finit par dire Rochefort en remontant en selle. Et j'ai ce sauvage à l'œil aussi. Il n'y a qu'un bon Indien, commença-t-il. Et c'est un Indien mort, acheva Élise, sa voix à peine audible sous l'averse. C'est ce qu'on dit. L'expression de Rochefort se durcit. Rappelez-vous où doit aller votre loyauté, gamine. Sur ces mots, il éperonna son cheval et galopa vers la ville, laissant Élise tremblante sous le déluge. Lorsqu'elle arriva chez elle, Élise était trempée jusqu'aux os et transie de froid. Sa mère s'affaira autour d'elle, insistant pour qu'elle se change immédiatement et boive un thé brûlant près du feu. Élise ne dit rien de sa rencontre avec Rochefort, ni de la famille de Tekoa. Mais cette nuit-là, ses rêves furent troublés par des images de violence et le bruit de la pluie se mêlant aux larmes. Le lendemain matin, le shérif Martin rendit visite au magasin Gauthier. Son visage était grave lorsqu'il demanda à parler à Élise en privé. « Je crois comprendre que tu as passé du temps avec un jeune homme de la réserve, dit-il sans préambule une fois assis dans l'arrière-boutique. Élise sentit le regard surpris de son père sur elle. « Qui vous a dit cela ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Thomas Rochefort est venu me voir avec ses inquiétudes, répondit le shérif. Je ne suis pas du genre à me mêler des affaires privées des gens, mais nous vivons une époque sensible. Rochefort a beaucoup d'influence dans cette ville, et il sème le trouble. Il prétend que ce jeune homme pourrait être un éclaireur pour un parti de guerre. « C'est ridicule, s'exclama Élise. Tekoa est pacifique. Il essaie juste d'aider sa famille à survivre. » Le shérif Martin soupira. « Je te crois, Élise, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je te demande pour ta propre sécurité et pour celle de ce jeune homme d'être plus discrète. Rochefort a réuni une bande d'hommes qui l'écoutent et ils boivent beaucoup depuis hier. » L'avertissement du shérif flottait dans l'air comme un nuage d'orage. Élise regarda son père, s'attendant à de la déception ou de la colère, mais elle n'y vit que de l'inquiétude et une profonde lassitude. « Merci de nous avoir prévenus, shérif, dit Henri Gauthier en posant une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Nous allons régler cela en famille. » Après le départ du shérif, Élise se prépara aux reproches de son père, mais ils ne vinrent pas. « Est-ce que ce que le shérif a dit est vrai ?» demanda-t-il doucement. Élise hocha la tête, puis expliqua tout. Le médicament pour Awan, la rencontre pacifique près du ruisseau et le comportement menaçant de Rochefort. Henri Gauthier écouta en silence, son expression s'assombrissant à chaque détail. Lorsqu'elle eut terminé, il demanda simplement « Comprends-tu le danger dans lequel tu t'es mise et le danger dans lequel tu as mis ce jeune homme ?» « Je ne voulais pas causer d'ennui, répondit Élise, les larmes aux yeux. Ce sont juste des gens, papa, des gens qui ont besoin d'aide. Son père la serra doucement dans ses bras. Je sais, ma chérie, ta mère et moi t'avons élevée pour voir au-delà des préjugés. Mais le monde n'est pas toujours prêt pour une telle compréhension. Il se recula, le visage sérieux. Promets-moi que tu ne les reverras plus. Du moins, pas tant que les choses ne se seront pas calmées. Élise promit, bien que son cœur se serrât à l'idée de ne plus jamais revoir Tekoa, Naya et le petit Awan. Elle ignorait que sa promesse serait brisée par des circonstances indépendantes de sa volonté, et que le jour à venir apporterait une violence qui changerait Val-des-Ombres à jamais. L'orage qui menaçait depuis des jours finit par éclater sur Val-des-Ombres avec une intensité effrayante. Le tonnerre faisait trembler les fenêtres tandis que la foudre déchirait le ciel, illuminant la ville par de brefs éclairs fantomatiques. La plupart des habitants restaient cloîtrés chez eux, reconnaissants pour l'abri de leurs murs solides. Élise se tenait près de la fenêtre des appartements familiaux, au-dessus du magasin, regardant l'eau de pluie dévaler la rue en rivière boueuse. Ses pensées étaient aussi tourmentées que la météo, déchirées entre sa promesse faite à son père et son inquiétude pour la famille de Tekoa. Était-il en sécurité dans la réserve ? L'état d'Awan avait-il empiré avec cette humidité ? Un coup à la porte de sa chambre la tira de ses pensées. Sa mère entra, portant une tasse de thé fumante. « Tu es bien silencieuse aujourd'hui » dit Isabelle Gauthier en posant le thé sur la table de chevet. « Ton père m'a parlé de ta rencontre avec la famille indienne. » Élise se détourna de la fenêtre, se préparant à la désapprobation. « Es-tu en colère contre moi ?» Isabelle s'assit au bord du lit, tapotant la place à côté d'elle. « Non, ma chérie. Inquiète ? Oui, mais pas en colère. »
Quand Élise la rejoignit, elle poursuivit. « Tu sais, avant de rencontrer ton père, je travaillais avec une association caritative pour aider les anciens esclaves après la guerre. Beaucoup de gens désapprouvaient ce travail, eux aussi. » Vraiment ? Élise n'avait jamais entendu cette histoire auparavant. Sa mère hocha la tête. « Le chemin de la justice n'est pas toujours le plus facile, mais nous devons aussi être sages dans la façon dont nous l'empruntons. » Elle pressa la main d'Élise. « Ton père et moi sommes fiers de ta compassion, mais les temps sont dangereux. » Thomas Rochefort a passé la journée au saloon, à boire et à parler du problème indien. « Et si Tekoa ou sa famille reviennent en ville ?» demanda Élise, son angoisse évidente. « Rochefort pourrait leur faire du mal. » « Le shérif Martin s'en occupera, » l'assura Isabelle, bien qu'une pointe d'incertitude teintait sa voix. « Maintenant, essaie de dormir un peu. L'orage devrait passer d'ici demain matin. » Mais le sommeil fuyait Élise. Elle resta éveillée à écouter la tempête, son esprit créant des scénarios de plus en plus inquiétants. Juste avant l'aube, l'épuisement finit par l'emporter, mais son repos fut de courte durée. Des cris la réveillèrent en sursaut. Le soleil inondait sa chambre, indiquant que l'orage était passé, mais le tumulte au dehors suggérait qu'une tempête d'un autre genre venait d'arriver. Élise se précipita à la fenêtre. Une foule s'était massée dans la rue, concentrée autour du poteau d'attache devant l'auberge. Avec horreur, elle vit Tekoa agenouillé dans la boue, les mains liées dans le dos, du sang coulant d'une coupure au-dessus de l'œil. Thomas Rochefort se tenait au-dessus de lui, pistolet au poing, haranguant l'auditoire grandissant. Sans réfléchir, Élise enfila une robe et dévala les escaliers, ignorant l'appel surpris de sa mère. « C'est difficile », finit par répondre Tekoa après un long silence. « Nos coutumes sont désormais interdites. Les enfants comme Awan sont envoyés dans les écoles des Blancs pour oublier leur langue et leur nom. La terre qu'ils nous ont donnée est aride, elle ne peut pas nourrir notre peuple. Beaucoup meurent. » La réalité brutale de leur existence s'abattit lourdement sur la conversation. Élise ressentit une vague de honte en pensant au confort de sa propre vie, tandis que d'autres souffraient si cruellement à quelques kilomètres de là. « N'y a-t-il rien à faire » demanda-t-elle d'une voix faible. « Nous survivons » dit simplement Tekoa, « et nous nous souvenons de qui nous sommes. » Alors que l'après-midi touchait à sa fin, des nuages noirs roulèrent au-dessus des cimes, entraînant une chute soudaine de la température. Naya serra Awan contre elle, inquiète que l'humidité n'aggrave son état. « Nous devons retourner à la réserve, » dit-elle à son frère. « L'agent va bientôt faire l'appel. » Tekoa hocha la tête puis se tourna vers Élise. « Merci d'être venue. Peu aurais-tu ce courage. Te reverrai-je » La question avait échappé à ses lèvres avant qu'il ne puisse en mesurer les risques. L'ombre d'un sourire toucha son visage. « Je chasse dans ces bois tous les 3 jours. Le ruisseau est un bon endroit pour se reposer. » Ils se séparèrent alors que les premières grosses gouttes de pluie commençaient à s'écraser sur la terre sèche. Élise se hâta de retourner vers la ville, l'esprit tourmenté par de nouvelles perspectives. On lui avait enseigné que la question indienne était complexe, mais rencontrer Tekoa et sa famille avait rendu la chose intime, d'une manière qu'aucun livre n'aurait pu le faire. Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas le cavalier qui approchait avant qu'il ne soit presque sur elle. Thomas Rochefort trônait sur sa monture, la pluie ruisselant sur le large bord de son chapeau, l'expression illisible. « Un peu loin de la ville, n'est-ce pas, mademoiselle Gauthier ?» dit-il d'une voix dangereusement calme. Élise serra son panier plus fort contre elle. « Je cueillais des fleurs, monsieur Rochefort. La pluie m'a surprise. » Les yeux de l'éleveur se plissèrent. « C'est drôle, j'aurais juré vous avoir vu parler avec ce sauvage et sa famille. » Il mit pied à terre, sa silhouette massive bloquant le chemin. « Maintenant, pourquoi une jeune fille respectable comme vous fréquenterait-elle cette engeance ?» La peur coula le long de l'échine d'Élise, plus glaciale que l'averse qui trempait sa robe. « Ils ne veulent aucun mal, ils essaient juste de survivre. »« Survivre » cracha Rochefort par terre. « Ils survivent grâce à la charité du gouvernement pendant que les honnêtes gens se tuent à la tâche. » Il s'avança, sa voix tombant dans un murmure menaçant. « Je me demande ce que votre père penserait si sa fille devenait l'amie des Indiens. » Élise recula d'un pas, manquant de trébucher sur une racine. « Laissez-moi passer, s'il vous plaît, mes parents vont s'inquiéter. » Rochefort l'étudia un long moment, l'eau goûtant de son chapeau comme des larmes froides. « Vous savez,
Ma femme et mon enfant ont été tués par les Comanches lors d'un raid il y a 6 ans. Vos nouveaux amis vous ont-ils raconté cela? Comment ils ont massacré des innocents? Élise garda le silence, ne sachant que répondre à cette douleur mêlée de haine brute. « Je vous ai à l'œil, mademoiselle Gauthier », finit par dire Rochefort en remontant en selle. « Et je surveille ce sauvage aussi. Il n'y a qu'un bon Indien. » « Et c'est un Indien mort, » acheva Élise, sa voix à peine audible sous le déluge. « C'est ce qu'on dit. » Le visage de Rochefort se durcit. « Rappelez-vous où doit aller votre loyauté, gamine. » Il éperonna son cheval et disparut vers la ville, laissant Élise tremblante sous la pluie battante. Lorsqu'elle arriva chez elle, Élise était trempée jusqu'aux os. Sa mère s'affaira autour d'elle, insistant pour qu'elle se change immédiatement et boive un thé brûlant près du feu. Élise ne dit rien de sa rencontre avec Rochefort, ni de la famille de Tekoa. Mais cette nuit-là, ses rêves furent hantés par des images de violence et le bruit de la pluie se mêlant aux pleurs. Le lendemain matin, le shérif Martin rendit visite au magasin. Son visage était grave lorsqu'il demanda à parler à Élise en privé. « Je crois comprendre que tu as passé du temps avec un jeune homme de la réserve, » dit-il sans préambule, une fois qu'ils furent isolés dans l'arrière-boutique. Élise sentit le regard de son père peser sur elle. « Qui vous a dit cela ?» demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Thomas Rochefort est venu me voir. Je ne suis pas du genre à me mêler des affaires privées, mais l'époque est trouble. Rochefort a de l'influence ici, et il sème la zizanie. Il prétend que ce jeune homme pourrait être un éclaireur pour un parti de guerre. »« C'est ridicule !» s'exclama Élise. « Tekoa est pacifique, il aide juste sa famille. » Le shérif soupira. « Je te crois, Élise, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je te demande, pour ta sécurité et la sienne, d'être plus discrète. Rochefort a réuni une bande d'hommes qui l'écoutent et l'alcool coule à flot depuis hier. » L'avertissement du shérif plana dans la pièce comme un nuage d'orage. Élise regarda son père, s'attendant à de la colère, mais elle n'y vit que de l'inquiétude et une profonde lassitude. « Merci de nous avoir prévenus, shérif, » dit Henri Gauthier en posant une main sur l'épaule de sa fille. « Nous allons régler cela en famille. » Une fois seul, Henri se tourna vers elle. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il doucement. Élise hocha la tête et lui raconta tout. Le médicament pour le petit Awan, la rencontre au ruisseau, les menaces de Rochefort. Henri écouta en silence, le visage de plus en plus sombre. « Comprends-tu le danger ?» demanda-t-il enfin. « Le danger pour toi et pour ce jeune homme ?» « Je ne voulais pas causer d'ennui, » répondit Élise, les larmes aux yeux. « Ce sont des êtres humains, père. Ils ont besoin d'aide. » Son père la serra dans ses bras. « Je sais, ma chérie. Nous t'avons élevée pour voir au-delà des préjugés. Mais le monde n'est pas toujours prêt pour cela. » Il la regarda droit dans les yeux. « Promets-moi que tu ne les reverras plus, du moins pas tant que l'orage ne sera pas passé. » Élise promit, le cœur serré à l'idée de ne plus revoir Tekoa, Naya et le petit Awan. Elle ignorait que cette promesse serait brisée par la force des choses et que le lendemain apporterait une tragédie qui marquerait Val-des-Ombres à jamais. L'orage qui menaçait depuis des jours finit par éclater cette nuit-là avec une fureur terrifiante. Le tonnerre faisait trembler les vitres et les éclairs déchiraient le ciel, illuminant la ville de flashs spectraux. La plupart des habitants restaient cloîtrés, reconnaissants pour la solidité de leurs murs. Élise se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant l'eau dévaler la rue en torrent boueux. Ses pensées étaient aussi tourmentées que les éléments. La famille de Tekoa était-elle à l'abri? L'état d'Awan allait-il empirer? On frappa à sa porte. Sa mère entra avec une tasse de thé. « Tu es bien calme aujourd'hui ?» dit Isabelle Gauthier. « Ton père m'a tout raconté. » Élise se détourna de la fenêtre. « Tu es en colère ?» Isabelle s'assit sur le lit. « Non, inquiète, oui. Tu sais, avant de connaître ton père, j'ai aidé ceux qui fuyaient la guerre dans le sud. Beaucoup de gens désapprouvaient cela aussi. Le chemin de la justice n'est pas le plus facile, mais il faut être prudent. » Elle pressa la main de sa fille. « Ton père et moi sommes fiers de ton cœur, mais Thomas Rochefort est dangereux. Il a passé la journée au saloon à attiser la haine. »« Et si Tekoa revient ?» demanda Élise. « Le shérif fera son travail, » assura Isabelle, bien qu'une pointe de doute perça dans sa voix. « Essaie de dormir, la tempête passera d'ici demain. » Mais le sommeil la fuyait. Elle resta éveillée, écoutant le vent hurler,
son imagination créant les pires scénarios. L'épuisement finit par l'emporter juste avant l'aube, mais son repos fut bref. Des cris la réveillèrent en sursaut. Le soleil inondait sa chambre, signe que l'orage était passé, mais le tumulte dehors annonçait une autre tempête. Elle se précipita à la fenêtre. Une foule s'était massée devant l'auberge. Avec horreur, elle vit Tekoa à genoux dans la boue, les mains liées, du sang coulant sur son visage. Thomas Rochefort le surplombait, pistolet au poing, haranguant la foule. Sans réfléchir, Élise enfila une robe et dévala les escaliers, ignorant le cri surpris de sa mère. Elle fit irruption dans la rue juste au moment où Rochefort hurlait sa sentence. Ce Comanche a été pris en train de voler des chevaux dans mon ranch. Nous savons tous ce que cela signifie. Il est en repérage pour une attaque. C'est un mensonge, cria Élise en se frayant un chemin à travers la foule. Tous les regards convergèrent vers elle, y compris celui de Tekoa. Son expression oscillait entre la surprise et une résignation tragique. Le visage de Rochefort s'assombrit de colère. « Rentre chez toi, gamine, ce ne sont pas tes affaires. »« Où est le shérif Martin ?» exigea Élise, cherchant désespérément l'homme de loi du regard. « Parti à la ferme des Perrot » répondit quelqu'un dans l'assemblée. « Il ne sera pas de retour avant midi » ricana Rochefort. Un timing parfait. Mais la justice n'attend pas l'arrivée de la loi. Il se tourna vers la foule. Cet Indien était sur mes terres à l'aube. Mes hommes l'ont attrapé la corde à la main, se dirigeant vers le corral. Je chassais, dit Tekoa d'une voix ferme malgré la douleur évidente qui le tordait. Je n'ai pas approché vos chevaux. Menteur! Rochefort le frappa du revers de la main, en voyant Tekoa s'étaler dans la boue. Nous t'avons aussi trouvé avec des biens volés en ville. Une bouteille de sirop qui ne peut venir que du cabinet du docteur Perrault. Le sang d'Élise se glaça. Le remède qu'elle avait offert pour le petit Awan. Il ne l'a pas volé, dit-elle en s'avançant. Je le lui ai donné pour son neveu qui se meurt de la phtisie. Un murmure parcourut la foule. Le père d'Élise fendit l'attroupement pour se placer aux côtés de sa fille, posant un bras protecteur autour de ses épaules. « Cela suffit, Rochefort, dit fermement Henri Gauthier. Attendez le retour du shérif et réglons cela correctement. » Correctement ? Rochefort eut un rire amer. Comme l'armée traite les Indiens, avec des traités brisés avant même que l'encre ne sèche. Il pointa un doigt accusateur vers Élise. « Votre fille fréquente ce sauvage, Gauthier. Vous feriez mieux de balayer devant votre porte avant de faire la leçon aux autres. » Élise sentit les muscles de son père se tendre, mais ce fut le pasteur de la ville, le révérend Dupuis, qui s'avança. « Thomas, ce n'est pas la voie chrétienne, dit-il calmement. Si ce jeune homme a commis un crime, il mérite un procès équitable. » Un procès ? Rochefort cracha par terre. Ma femme et mon fils n'ont pas eu de procès avant que les Comanches ne les massacrent. L'humeur de la foule changeait. Certains hochant la tête en accord avec la rage de Rochefort, d'autres semblant mal à l'aise face à la justice sommaire qui se déroulait sous leurs yeux. Élise croisa le regard de Tekoa et n'y vit pas de peur, mais une profonde tristesse. Elle réalisa avec une clarté effrayante qu'il s'attendait à cela depuis toujours, qu'il avait peut-être attendu ce moment inévitable où la paix fragile volerait en éclats. « Je vous en supplie, lança-t-elle à la foule. Tekoa n'a rien fait de mal. Sa famille est pacifique. Il meurt de faim dans la réserve en essayant de soigner un enfant malade. Il chassait probablement pour se nourrir quand il a traversé les terres de M. Rochefort. »« Et comment en savez-vous autant sur sa famille, mademoiselle Gauthier ?» l'interpella Rochefort d'un ton insinuant l'indécence. Avant qu'Élise ne puisse répondre, Tekoa parla, sa voix portant malgré sa faiblesse. Elle dit la vérité. Je chasse pour nourrir ma sœur et son fils. Le médicament était un don, pas un vol. Il fixa Rochefort droit dans les yeux. Je n'ai pas approché vos chevaux. Je sais ce qu'une telle accusation signifie pour mon peuple. Pendant un instant, il sembla que la foule pourrait être ébranlée par sa dignité. Mais un des hommes de main de Rochefort s'avança, brandissant un morceau de corde. « J'ai trouvé ça sur lui, » dit l'homme. « Le même genre que celui qu'on utilise pour attacher nos bêtes. Et il portait ceci. » Il produisit un petit couteau aux manches ornées, qu'Élise reconnut immédiatement comme venant du magasin général. Henri Gauthier fronça les sourcils. « Cela vient de mon inventaire, mais je ne lui ai jamais vendu. » L'expression triomphante de Rochefort dit tout à Élise. « Il vous vole sous votre nez, Gauthier. Il repérait probablement laquelle de vos femmes enlevées quand sa tribu attaquera. » L'atmosphère s'assombrit définitivement.
Quelqu'un cria « Pendez-le !» et d'autres reprirent le cri en chœur. « Non !» hurla Élise, essayant de se précipiter vers Tekoa, mais son père la retint fermement. « Arrêtez cette folie !» cria Henri. « C'est un meurtre, pas la justice !» Mais la soif de sang de la foule était éveillée. Des hommes saisirent Tekoa, le traînant vers un grand chêne au bout de la rue. Rochefort marchait derrière, une corde en main, le visage figé dans une satisfaction sinistre. Élise s'arracha à l'étreinte de son père et courut après eux. « Je vous en supplie, supplia-t-elle en agrippant le bras de Rochefort. « Il est innocent. Vous allez tuer un innocent. » Rochefort la repoussa brutalement. « Sortez-la de là, Gauthier, ou je jure qu'elle regrettera d'être intervenue. » Alors que les hommes jetaient la corde par-dessus une branche solide, Élise fit une dernière tentative désespérée. Elle courut vers Tekoa et se plaça devant lui, faisant face à la foule enragée. « Si vous faites cela, dit-elle, la voix tremblante mais déterminée, vous ne valez pas mieux que les pillards que vous condamnez. Vous êtes pire, car vous prétendez être civilisés. » Un silence tomba sur le rassemblement. Pendant un instant d'espoir, Élise crut les avoir touchés. Puis Rochefort s'avança, le visage froid. « Écarte-toi, gamine, dit-il doucement, ou je te ferai écarter. » « Élise, chuchota Tekoa derrière elle, va-t'en, ce n'est pas ton combat. »« Si, ça l'est, répondit-elle sans se retourner. C'est devenu le mien au moment où j'ai vu la vérité. » Ce qui suivit se passa si vite qu'Élise peina plus tard à rassembler ses souvenirs. On l'agrippa par derrière, l'éloignant de force de Tekoa. Il y eut une lutte brève, des cris, puis le claquement assourdissant d'un coup de feu. Quand le chaos retomba, Tekoa gisait au sol, du sang s'étalant sur sa poitrine. Rochefort se tenait au-dessus de lui, l'arme encore fumante dans sa main. « Il essayait de s'enfuir, » dit Rochefort. Bien que personne n'eût vu Tekoa faire la moindre tentative en ce sens, le silence complice s'installa. Élise se libéra et se précipita aux côtés de Tekoa, prenant sa tête sur ses genoux, tachant sa robe de pourpre. Ses yeux trouvèrent les siens, un faible sourire touchant ses lèvres. « L'oiseau moqueur chante, beaucoup de chansons, » murmura-t-il, du sang bouillonnant au coin de sa bouche. « Souviens-toi de ta propre voix. »« Quelqu'un, allez chercher le médecin !» cria Élise, pressant ses mains sur la blessure dans une tentative futile d'arrêter l'hémorragie. Mais il était trop tard. Les yeux de Tekoa se figèrent, fixés sur un ciel qu'il ne verrait plus jamais. Un étrange silence s'abattit sur la foule, la réalité de ce qu'ils avaient laissé faire pesant lourdement sur eux. Le shérif Martin arriva quelques minutes plus tard, trop tard pour empêcher la tragédie, mais à temps pour arrêter Thomas Rochefort pour meurtre. Alors qu'on m'emportait le corps de Tekoa, Élise resta agenouillée dans la poussière, ses mains tremblantes, couvertes du sang de l'innocent. Dans les jours qui suivirent, la ville de Val-des-Ombres fut plongée dans une morosité coupable, une honte collective flottant comme les nuages d'orage qui avaient précédé la violence. Thomas Rochefort passerait en jugement, bien que beaucoup doutaient qu'un jury local le condamne pour la mort d'un Indien. Élise accompagna son père à la réserve pour annoncer la nouvelle à Naya et rapporter les affaires de Tekoa. Le chagrin dans les yeux de la jeune femme, alors qu'elle serrait son fils contre sa poitrine, entrait Élise pour les années à venir. Il savait, dit doucement Naya alors qu'il s'apprêtait à partir. Il connaissait le danger, mais il croyait encore que des ponts pouvaient être bâtis. Évis sortit l'oiseau moqueur en bois de sa poche et tenta de le rendre. Mais Naya referma les doigts d'Élise sur l'objet. « Garde-le, dit-elle. Souviens-toi de lui. Souviens-toi qu'une seule voix peut compter, même quand il semble que personne n'écoute. » Sur le chemin du retour vers la ville, Élise fit une promesse silencieuse. Elle ne laisserait pas la mort de Tekoa être vaine. Elle continuerait à parler pour ceux dont les voix étaient réduites au silence, à se lever pour la justice, même lorsque cela était impopulaire. L'oiseau moqueur chanterait de nombreuses chansons, mais toujours avec sa propre voix véritable.